Danielle Obono. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes député de Paris de la France Insoumise. On va parler de la rentrée sous Covid, de la gauche, de sa capacité ou non à faire l'union, vaste sujet, et aussi et d'abord des assauts répétés de l'extrême droite et de ses médias contre vous. Et on va commencer par la dernière sortie de l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'était jeudi sur le plateau de Quotidien, qui n'est pas une émission d'extrême droite. Il parle alors du politiquement correct des élites. Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est ces petites parties des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Moi, j'aime les mots. Votre réaction, vous l'aviez vu cette séquence? Oui, je l'ai vu tourner sur les réseaux sociaux. Après, c'est Nicolas Sarkozy, la droite décomplexée. Celui qui a fait participer largement, justement, à la dédiabolisation politique et médiatique de l'extrême droite. Et au prétexte d'un enjeu électoral qui a légitimé une bonne partie de ses théories, ses thèses. Ce que je trouve intéressant dans la séquence, au-delà de l'absurde d'un ancien président de la République, maire d'une des villes les plus riches de France pendant des années, qui fustige soi-disant les élites, c'est qu'on aurait pu croire qu'il s'était emmêlé les mots et que voilà. Mais en fait, il l'explicite, c'est-à-dire que quand il a fini le propos, il veut bien faire comprendre de quoi il parlait et de cet amalgame qu'il fait. Entre les sages de la sagesse et le roman d'Agatha Christie, voilà, qui est. Mais voilà, c'est révélateur de la lepénisation, zémorisation de la vie politique et médiatique. Alors justement, vous parlez de zémorisation ou d'extrémisation de la vie politique. Cet été, vous avez été bien malgré vous l'héroïne d'un roman de politique-fiction de Valeurs Actuelles, l'hebdomadaire, qui faisait donc un retour vers le passé. Et l'un des épisodes vous était consacré, retour au temps des colonies et de l'esclavage. Son titre, Obono l'Africaine, où la députée insoumise expérimente la responsabilité des Africains dans l'horreur de l'esclavage. Vous y êtes représenté en esclave, des chaînes au cou qu'on ne va pas reproduire ici car c'est plus que dégradant. Vous finissez en Libye où on vous attribue ce sentiment. Après l'enfer qu'elle avait traversé, sa vie d'esclave à Tripoli lui parut une oasis de tranquillité. Alors vous avez déposé plainte, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour injure à caractère raciste. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, je pense que ça confirme l'analyse que j'ai faite et que nous avons faite à la France Insoumise sur le fait que derrière ma personne, qui est évidemment directement ciblée, c'est toutes les personnes que je représente, c'est la société, c'est le parquet, le procureur qui se saisit parce que c'est la société qui est mise en cause à travers cette attaque. On n'est plus dans la liberté d'expression avec ce roman de politique-fiction. Je crois que c'est une instrumentalisation de la liberté d'expression, qui d'ailleurs est encadrée également, cette liberté d'expression. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, malgré ce qu'on pourrait croire, et certainement pas inciter à la haine ou avoir un propos raciste, qui est un délit, qui n'est pas une opinion, qui est un délit. Et donc, j'espère bien qu'au bout de la procédure, justice sera faite et que cet organe d'extrême droite sera condamné comme il se doit. Alors, Christiane Taubira, en son temps, comparée à un singe. Mais plus récemment, pareil, pour Laetitia, il y a une députée de la majorité, une autre députée noire de la majorité, Sira Silla, visée par une action devant sa permanence du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. 3 exemples seulement, il y en a certainement d'autres. Comment est-ce que vous expliquez qu'être une femme non blanche en politique en 2020, c'est si violent? Être une femme et être une femme racisée, c'est violent dans la société en général. Mais c'est vrai que le peu de visibilité, parce que c'est pas non plus énorme, on n'est pas tant que ça, on se compte sur le doigt de la main, ça suscite des réactions de conservatisme et de racisme et de sexisme. Moi, je m'interroge, y compris sur la fascination pour ces gens de l'espèce des singes, qui est une très belle espèce. Moi, je fais régulièrement l'objet d'attaques où on me compare à un bonobo, ce qui pourrait être un compliment, parce que je trouve que c'est des espèces très intelligentes et certainement plus que les êtres humains, mais derrière ça, il y a, c'est clairement une volonté d'avilir et de dégrader, et donc, nous sommes la cible de... c'est pas des micro-agressions, parce qu'elles sont très visibles, étant donné notre visibilité, mais les micro-agressions racistes et sexistes que connaissent les femmes, et notamment les femmes racisées au quotidien.
qui font partie du continuum de violences sexuelles et sexistes et racistes. Voilà, nous en sommes, malgré nous, la représentation à l'échelle politique. Valeurs actuelles, Sarkozy et les singes, est-ce que ça vous fait flipper tout ça? Je pense que c'est... Parce que parfois, vous voyez le matin, vous dites « Ah ouais, quand même ». Oui, bien sûr, parce qu'il y a un niveau, et c'est pour ça que la réaction initiale assez unanime était un signe important, était un geste important, parce que je crois qu'une ligne a été franchie dans ce dessin. Je n'étais pas la première. Vous parliez de Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem également, et d'autres. Mais là, il y a quelque chose, je pense, à travers l'instrumentalisation de l'histoire de l'esclavage, crime contre l'humanité. Quelques semaines avant, notre collègue Younous Omarjee avait avait permis un vote au Parlement européen pour la reconnaissance de ce crime contre l'humanité après ce qu'avait fait Christiane Taubira. Et donc là, ça a touché à quelque chose de particulièrement sensible. Mais c'est vrai que y a un sentiment de fatigue et d'usure, parce que c'est aussi ça qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est notre silence et notre invisibilisation. Je dis notre au sens de ce que des femmes et des femmes noires ou racisées en politique peuvent représenter, et surtout, je pense, ce qu'on a à dire et le contenu de ce qu'on a à dire. C'est ça qui est visé. Donc, je pense que moi, ce que je ressens surtout, c'est que je le comprends aussi comme une réaction à un mouvement bien plus large, un mouvement d'hommes et de femmes et de jeunes et de plus âgés, mais aussi beaucoup dans la jeunesse, qui a pris la parole et ne va pas la lâcher. Et ce sont les milliers de personnes qui étaient dans la rue en juin dernier, à la fois en solidarité avec les victimes de violences policières, mais aussi en exprimant leur rejet et surtout leur détermination à ce que cesse le racisme systémique. Et donc, en fait, on a une réaction conservatrice, d'extrême droite, même du gouvernement, qui a traité de tous les noms ces mouvements. Mais du coup, je le comprends aussi comme ça, et c'est ça qui fait que, au lieu de me décourager, moi, ça m'encourage, parce qu'il y a ce mouvement et il y a cette mobilisation collective. Alors le gouvernement, justement, qui reprend une terminologie d'extrême droite, justement, je reviens à Valeurs Actuelles, qui dans ce même numéro, décidément, c'est carton plein, titre sur l'ensauvagement de la France. Cette une, vous l'avez vu, j'imagine. Alors on ne va pas faire l'émission sur VA, sur Valeurs Actuelles, mais vous, ce terme, il vous inspire quoi? C'est intéressant, Valeurs Actuelles, comme organe de l'extrême droite, parce que au-delà des personnes... C'est un organe de l'extrême droite. Clairement. Alors, quel que soit comment s'identifient les personnes qui composent ces structures, de fait, c'est aujourd'hui un des sas où passent, y compris où sont recyclés pour la dédiabolisation, un certain nombre de militants d'extrême droite ou de droite extrême. Mais ça symbolise justement ce passage-là vers, y compris le journalisme ou l'espace médiatique beaucoup plus légitime. Mais le fait que le président Macron ait accordé un entretien, c'est une première pour un président en exercice à cet organe, le fait que la Macronie assume, y compris, je pense, un mélange entre une adhésion idéologique, parce que c'est un gouvernement, une majorité de droite, très clairement, qui l'a montré dans sa politique depuis 3 ans, de droite économiquement, mais aussi politiquement, dans la réponse répressive aux mobilisations, et puis le mépris qu'il y a par rapport, que ce soit aux luttes contre les violences faites aux femmes, au-delà de la communication, mais dans les faits. Et ce n'est pas malheureusement un hasard que Mme Schiappa se retrouve aujourd'hui à faire la communication de Gérald Darmanin, et en utilisant ce job. Et en instrument, les macronistes, elle va au bout de sa logique, en instrumentalisation le féminisme à des fins racistes et xénophobes. Et donc ce qu'on voit, c'est pas la première fois que le président de la République ou des membres du gouvernement ou de la majorité reprennent des termes de l'extrême droite. Nous, une des premières, juste pour un exemple, une des premières grandes batailles à l'Assemblée nationale avait porté sur la loi Asile-Immigration, où nous avions le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, qui avait repris toute la thématique et tout le discours de l'extrême droite sur l'invasion des migrants, etc. Et on retrouve ça dans les mots d'Emmanuel Macron quand il parle de chevaucher le tigre, enfin toute cette rhétorique, effectivement, on a là dans la Macronie la fusion et l'amalgame justement du néolibéralisme économique et de la réaction
réaction politique et idéologique. Alors, autre terme qui a surgi dans la bouche de la majorité et qui fera l'objet d'un projet de loi gouvernemental, c'est le séparatisme. En quelques mots, comment vous définissez le séparatisme ? Est-ce que vous avez une définition pour ça? Non, enfin, c'est un espèce de mot inventé après avoir essayé communautarisme et en se rendant compte que c'était un peu foireux à brandir. Donc, ils ont réinventé le terme de séparatisme. J'entendais il y a quelques jours Madame Schiappa qui avait appris une petite définition pseudo-scientifique en expliquant que c'est surtout pas les Corses qui sont... elle était interpellée par la journaliste, et surtout pas les Corses qui sont visés, parce que voilà, eux ne seraient pas séparatistes. Et puis on devine les 3 petits points quand on sait qui sont directement visés, c'est-à-dire les personnes de confession musulmane notamment, et toutes celles et ceux qui voilà, remettent en cause le statu quo, l'ordre réactionnaire, sexiste, raciste, ce que disait le président après les mobilisations de juin dernier en disant voilà, il y a les intellectuels qui dévoient les jeunes. Non, le séparatisme, moi si on parle d'un séparatisme, je parlerais du séparatisme des riches qui vivent en communauté dans des quartiers protégés par la police, qui échappent à la contribution nationale à travers l'évasion fiscale, qui mènent des politiques au service de leur intérêt et pas de l'intérêt général. On pourrait avoir une discussion politique et basée sur des faits, mais tout cela est très fumé. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils tâtonnent un peu pour essayer d'écrire un texte, parce qu'en fait, ça repose sur rien de réel. Le séparatisme, c'est aussi le terme utilisé par des gens, peut-être, je dis peut-être, de bonne foi, qui disent que les revendications des minorités sont un obstacle à l'universalisme républicain auquel votre parti, votre mouvement est attaché. Au fond, est-ce que c'est pas ça la fracture de la gauche, avec d'un côté les universalistes, plus ou moins bien intentionnés, du printemps républicain au PS, et de l'autre, les défenseurs d'un modèle plus multiculturaliste que leurs détracteurs appellent le séparatisme. Vous vous situez où? Il y a certainement dans une certaine gauche, ou qui se définit encore comme gauche, des chantres du séparatisme, les mêmes qui m'affublent du surnom de islamo-gauchiste ou indigéniste ou racialiste. Moi, encore une fois, ce n'est pas mon débat, parce qu'il n'y a pas de débat là-dedans. Ce sont des termes qui servent en fait à disqualifier toute parole politique. Si on allait au bout de la définition, une fois que vous demandez à ces gens-là de quoi ils parlent concrètement, réellement, il n'y a rien. Ou alors il y a voilà, des anathèmes. Moi, je me considère comme une universaliste. Le mouvement de la France insoumise est composé de courants de toute la gauche, et notamment un courant pour qui la question de la République et de la laïcité est fondamentale et fondateur, et ça fait partie de notre mouvement. La question, c'est quel universalisme? De quel point de vue? Et comment est-ce qu'au-delà de la théorie, dans la pratique, l'universalité des droits, et pas l'universalisme abstrait, l'universalité des droits est garantie et réalisée? Et c'est là où on a des débats. Mais autrement, franchement, je pense que c'est plus des anathèmes disqualifiants qu'une véritable réflexion, y compris sur les contradictions et les fractures qui existent dans la société. Parce qu'il en existe. Bien sûr. Mais voilà, quelle en est la source? Les contradictions, justement. Par exemple, vous avez largement été soutenu au sein de votre parti, et au-delà, quand vous avez été attaqué par Valeurs Actuelles. Certains, y compris à gauche, ont été embêtés de vous soutenir parce que, vous l'avez dit vous-même, ils vous considèrent comme indigénistes et que pour eux, c'est un problème. Mais de quoi parle-t-on, encore une fois? Par exemple, avez-vous une définition de l'indigénisme ou du racialisme? Moi, je sais ce que c'est le racialisme. C'est la théorie raciste qui vise à diviser et à opposer, à hiérarchiser les personnes en fonction de leur origine, leur couleur de peau, leur religion supposée. Voilà. Exemple, moi, je combats ça. Je suis une militante antiraciste, et aujourd'hui, c'est la militante antiraciste que je suis qui est accusée de racialisme. Après, c'est pas nouveau en vérité. Depuis, j'allais dire, la nuit des temps de la lutte pour l'émancipation, il y a toujours eu ces stratégies qui visent à disqualifier le combat de celles et ceux qui se battent contre les discriminations, contre le racisme et l'oppression, en les accusant en fait de favoriser cela. Moi, j'appelle ça l'effet Voldemort. Il faut pas parler du mot parce que c'est ça qui fait la réalité. Mais en fait, non. Les mots, ils doivent servir justement quand ils sont pensés, réfléchis et clairement définis à dire la réalité pour pouvoir s'y attaquer. Et donc, moi, j'attends toujours dans
d'entendre des vrais débats et des vrais arguments où on m'explique qu'est-ce que c'est l'indigénisme. On parle de Frantz Fanon ou d'Aimé Césaire. Étaient-ils des indigènes, des indigénistes, des racialistes quand ils fustigeaient l'idéologie de suprémacisme qui aujourd'hui maintient une forme d'oppression culturelle et psychologique chez Ouria Boutelja les personnes racisées? Parce qu'elle s'est affichée au rassemblement du 5 septembre vous concernant au Trocadéro. Elle a pris la parole à la tribune. Est-ce que c'est un soutien qui vous a fait plaisir ou est-ce que c'est un soutien qui est encombrant? Écoutez, cette initiative avait été lancée par le comité la Fondation Frantz Fanon, que j'ai remerciée, et a été soutenue par la LDH, ATTAC. Oui, elle a parlé, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était juste manifestante. Oui, donc tout un ensemble d'organisations, dont le Parti des indigènes de la République, qui participe encore aujourd'hui. Ce sera peut-être pas le cas après, plus tard, mais encore aujourd'hui, à bon nombre de mobilisations antiracistes. Donc, ça vous va. Mais la question, c'était pas c'est vous quand même qui êtes une mobilisation. soutenu. Et donc j'ai à cette occasion pris la parole pour remercier toutes les associations et les collectifs. Pour ce qui est du débat, si vous voulez faire un débat avec Ouria Boutelja pour qu'elle vous explique ce qu'elle défend, soit, mais c'est pas moi qui vais vous parler d'Ouria Boutelja et ce qu'elle défend. Je ne suis pas membre du Parti des indigènes de la République, je n'en ai jamais été. Je milite dans le mouvement antiraciste depuis 10-20 ans, où militent aussi de ces personnes. Mais encore une fois, je trouve extrêmement dommageable, y compris pour la réflexion et des débats qui existent dans le mouvement antiraciste, parce qu'il y en a toujours eu, sur quelle est la bonne stratégie, comment on analyse les choses. Je trouve extrêmement... pas triste, mais vraiment tellement médiocre de réduire, y compris la pensée de plus d'un siècle de recherche sur la question du postcolonialisme, du décolonialisme, sur la question des études culturelles, des politiques des identités. Tout ça, c'est un champ de recherche qui a plus d'un siècle aujourd'hui, y compris en France, parce qu'il y a eu des chercheurs français, des écrivains, etc., à l'indigénisme ou le Parti des indigènes de la République. Encore une fois, ce n'est pas ça le débat. Si vous voulez vous y intéresser, pour moi, en fait, c'est un épouvantail. Ouria Boutelja, ou le pire, c'est un épouvantail qu'on agite pour disqualifier. Une fois qu'on vous a traité d'indigénisme ou qu'on vous a pose la question. Non, je ne parle pas de vous. C'est normal qu'on la pose. Oui, mais non, en fait, pourquoi Non, mais sur le rassemblement, poser la question aux personnes qui ont été à l'initiative du rassemblement. Encore une fois, cette organisation... Ça peut vous avoir gêné parce que ça vous le message, ça peut vous convenir et on le dit, c'est réglé. Vous voyez, cette organisation participe à d'autres mobilisations, on devrait poser la question à chaque fois. Mais encore une fois, vous voyez qu'on se met en fait à retourner la question à l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on mobilise, et on se mobilise contre le racisme. Avec quelle stratégie on peut en débattre, et il y a des désaccords certains avec telle ou telle organisation. Mais, alors, une définition que vous donnez de vous-même, et cette fois-ci ce sera forcément exact, elle est sur votre bio Twitter, vous vous définissez comme une afroféministe éco-socialiste. Oui. Dites-moi ce que c'est qu'une afroféministe. Entre autres. Mais moi, je m'intéresse à afroféministe. Dites-moi, en quelques mots, parce qu'après, on passe au reportage de la rédaction. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on veut. Quand les gens disent « je suis afroféministe », ils ne comprennent pas quelle est la spécificité de se dire afroféministe, pas juste féministe, et de dire que c'est un mot collé. C'est pas deux mots. Alors, parce que je suis une femme noire, racisée, qui a rencontré, en plus, qui est devenue noire, j'aime bien dire ça, dans le militantisme, parce que j'ai été confrontée à la réalité d'un mouvement et de mobilisation très genrée, très ethnocentrée culturellement, et j'ai été confrontée, en fait, en militant pas du tout sur les questions antiracisme, mais aux multiples plafonds de verre qu'on rencontre quand on est femme, racisée, et j'ai aussi redécouvert en fait une histoire très longue aussi, de siècles, de femmes noires qui justement avaient aussi été interpellés par ça dans leur propre militantisme. Il y a notamment le mouvement des féministes afro-états-uniennes qui ont, on va dire, théorisé et beaucoup apporté justement à l'afroféminisme. Et l'idée, c'est de dire, il y a cette phrase d'un ouvrage collectif de ces afro-états-uniennes qui explique toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, et nous sommes quelques-unes de courageuses. All the women are white, all the black are men, and
Some of us are brave, et qui montre justement comment on se retrouve à la fois à l'intersection de formes d'oppression, il y en a d'autres, et aussi donc du coup en tant que actrice, la nécessité en fait de faire entendre cela. Donc voilà ce que c'est entre autres choses, mais c'est une riche histoire aussi de. C'est une facette parmi d'autres. Voilà, c'est une facette parmi d'autres, et l'écosocialisme en est une, et le trotskisme en est une. Et on y reviendra peut-être après. Vous restez avec nous. On passe au reportage de la rédaction.